Dimanche 22 juin 2025, bonsoir à tous et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur ESAE TV. À la une de ce journal, premier sommet économique de la CEDEAO, le Bénin et le Nigeria veulent désormais franchir un nouveau palier dans le cadre de l'intégration économique. C'est ce qu'a annoncé le président Patrice Talon lors du premier sommet économique de la CEDEAO tenu à Abuja au Nigeria. Pour le président Patrice Talon, la principale cause du sous-développement de l'Afrique est due à l'incapacité à mettre en œuvre les idéaux. Des précisions dans ce journal. La ville de Cotonou a accueilli cette semaine la 6e mission économique de la francophonie. Un rendez-vous de 3 jours pour transformer des idées en partenariat, des échanges en investissement afin de redessiner le futur économique du Bénin. L'objectif est de favoriser des opportunités d'affaires et d'investissement, notamment à travers des échanges entre entreprises béninoises et francophones. Retour sur l'intérêt de ce rendez-vous avec la représentante de l'Organisation internationale de la francophonie pour l'Afrique de l'Ouest. En sport, la Ligue professionnelle de football, la saison 2024-2025 a connu son épilogue cette semaine. Soneb Dadje Football Club est sacré champion du Bénin au terme d'un match haletant. Vous suivrez dans quelques instants les impressions des entraîneurs respectifs au terme de la rencontre. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. Le Bénin et le Nigeria veulent désormais franchir un nouveau palier dans le cadre de l'intégration économique. Lors du premier sommet économique de la CEDEAO tenu à Abuja au Nigeria, le 20 juin dernier, le président béninois Patrice Talon a annoncé un accord avec son homologue nigérien Bola Tinubu dans ce sens. Des précisions dans cet élément. C'est un rendez-vous inédit pour les décideurs régionaux, les investisseurs internationaux et les figures marquantes du secteur privé réunis ici à Abuja, au Nigeria. S'unir et converger les opportunités en vue de libérer l'immense potentiel économique dont regorge l'Afrique de l'Ouest. C'est le but visé par le président Ahmed Bola Tinubu au détour de cette rencontre, la première du genre. Le président Patrice Talon prend part aux travaux. Inspiré par son leadership et sa vision au sommet de son pays depuis 2016, avec des résultats probants et reconnus au plan continental et international, le chef de l'État apporte sa touche à cette quête de coopération régionale plus forte. Ce sommet arrive à point nommé parce que notre région traverse une crise de confiance et de partenariat affirmé. Nous avons une institution régionale, la CEDEAO, qui est un bel instrument de coopération et d'intégration, mais qui malheureusement, ces temps-ci, est en crise. Mais ceci ne devra pas nous paralyser et nous empêcher d'aller à l'essentiel, qui est un véritable besoin d'intégration de nos communautés, tout au moins au plan économique. Notre idéal d'avoir une intégration régionale qui concerne l'économie,
la sécurité, la politique, la démocratie, les libertés est un mal. Mais le besoin d'une intégration économique est indispensable et je remercie le président Tinubu d'avoir initié ce sommet. Le sommet se déroule au Centre international de conférence Bola Tinubu. Il y a eu des signatures d'accords entre les parties nigérianes et béninoises. Le marché ouest-africain est le plus apte, le marché qui donne le plus de potentiel à une intégration permettant une économie prospère. Nous sommes des économies qui se complètent comme nulle part ailleurs. Et pourtant, nous sommes dans le monde l'économie la moins intégrée régionale. Je vais vous donner un exemple. Nous avons mis en place avec une certaine satisfaction dans le passé le WAPCO, cette organisation qui fait que le gaz passe du Nigeria jusqu'au Ghana en traversant le Bénin et le Togo pour alimenter les besoins en énergie et en production électrique. Et au moment où ça a été fait, le débit était compatible avec les besoins. Aujourd'hui, cet instrument, cette organisation, cet outil ne répond plus aux besoins, est trop faible pour alimenter nos divers pays en gaz. Le Bénin essaye depuis quelque temps d'avoir du gaz, soit par le Ghana, soit par le Nigeria, au-delà de ce qui est offert à travers WAPCO. Mais jusqu'à la date d'aujourd'hui, nos diverses administrations n'ont pas été capables d'accompagner cet organisme pour aller au-delà de ce qui a été fait et qui est embryonnaire dans le passé et qui ne suffit plus aujourd'hui à satisfaire les besoins. Le Bénin est en train d'installer une plateforme FSRU pour importer du gaz liquéfié du Qatar, pour le regazéifier sur cette plateforme et servir son industrie. C'est une aberration. Nous avons cette même aberration au niveau du marché de l'électricité. Nous avons mis en place une structure régionale pour le marché de l'électricité. Mais il ne fonctionne pas et je doute qu'il soit capable de fonctionner dans les années à venir. Mais un autre exemple plus banal qui concerne nos concitoyens ordinaires qui veulent aller de Lagos à Abidjan et qui doivent traverser le Bénin, le Togo, le Ghana avant d'y aller. Les routes existent, mais à cause des tracasseries qu'on observe sur nos frontières, sur nos voies, il faut plus d'une journée pour aller de Lagos à Abidjan. Si nous voulons intégrer nos économies, faciliter les échanges, et qu'un homme d'affaires qui doit aller à Abidjan en quelques minutes, par la route, doit mettre un jour, 2 jours, et parfois même dormir à une frontière, parce qu'on lui réclame un document qui n'a pas de sens, parce qu'on veut qu'il paye, qu'il ne veut pas payer. Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, nous ne parviendrons jamais à impulser une véritable intégration de nos économies. Également prévu à l'agenda de cette rencontre de haut niveau, des séances de mise en relation entre investisseurs, des tables rondes sur les infrastructures et l'innovation, ainsi que des présentations pays par pays sur les opportunités d'investissement spécifiques. Mes chers amis, il est temps que l'Afrique fasse les efforts nécessaires. Il est temps que nos administrations, nos politiques fassent les efforts nécessaires pour réellement intégrer nos économies, parce que si nous ne parvenons pas à le faire, nous resterons dans une communauté de pauvreté. Je veux dire à nos compatriotes que si nous ne partageons pas le même idéal démocratique, que si nous ne partageons pas le même idéal de liberté, que si nous ne partageons pas le même idéal politique, c'est moins grave que de ne pas partager le même idéal économique. L'économie, c'est la survie. Et la pauvreté est la mère de toutes les catastrophes. Si nous ne parvenons pas à sortir nos pays de la pauvreté, la démocratie sera compromise. Les libertés seront compromises, la politique sera compromise. Je ne banalise pas l'idéal de démocratie qui est important. Je ne banalise pas l'idéal de liberté qui est important parce que ça concourt de la dignité humaine. Mais je veux dire que ces idéaux qui sont majeurs et supérieurs peuvent être mis en cause par la pauvreté si nous ne faisons pas les actions qu'il faut
pour nous développer collectivement. Le mandat du président Ahmed Bola Tinubu en tant que président de la conférence des chefs d'État prend fin ce dimanche 22 juin. Mais il pose déjà les jalons d'une union et d'une continuité dans l'esprit d'une Afrique forte malgré les dissensions internes qui la caractérisent. Et pour preuve, même les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont été invités à ce sommet. Dans le même registre, le président béninois Patrice Talon n'a pas manqué de se prononcer sur les problèmes d'intégration que connaissent les pays africains. On regarde. L'Afrique a les mêmes idéaux que le reste du monde. Ce n'est pas la volonté qui nous manque, mais nous ne parvenons pas à faire aboutir nos idéaux. Et notre échec principal, et qui est la cause de notre sous-développement, c'est bien notre incapacité à mettre en œuvre notre idéal. Et ceci est de la responsabilité de nos leaders, nos responsables. C'est de la responsabilité de nos collaborateurs, c'est-à-dire les ministres. C'est de la responsabilité des cadres de nos ministères. C'est de la responsabilité de notre administration globale. Ce sont donc l'ensemble des divers responsables de l'Afrique, du plus haut niveau jusqu'au plus bas, qui sont responsables de la non-mise en œuvre de notre idéal. Et c'est pour cela, Monsieur le Président Ahmed Tinubu, que votre appel à une action commune pour la complémentarité et l'intégration de notre économie, qui relève du rôle des chefs d'État que nous sommes, est à saluer. Ce n'est pas pour moi une manière d'excuser les chefs d'État et d'exprimer que notre rôle dans notre échec est infime. Non, nous avons notre part de responsabilité dans l'échec. Je veux parler des chefs d'État, des principaux responsables au sommet de l'État. Mais cette responsabilité de cet échec ne relève pas seulement de cette insuffisance des chefs d'État que nous sommes. Tellement les responsables politiques, tellement l'administration ne fait pas ce qu'il faut, que nos populations, nos hommes d'affaires sont obligés de contourner les obstacles de l'administration, d'avoir affaire à l'informel pour échanger entre les communautés d'un pays à l'autre. Quand on observe les efforts que font nos communautés pour donner un contenu réel à l'intégration et en contournant ainsi l'administration, en étant dans l'informel, nous devrons, mes chers présidents, mes chers collègues, mes chers grands frères, nous devrons, chers ministres, chers responsables de l'administration, prendre un nouveau départ pour sortir l'Afrique de la pauvreté en passant par l'intégration effective. Pour le président Patrice Talon, la principale cause du sous-développement de l'Afrique est due à l'incapacité à mettre en œuvre les idéaux. Des précisions dans cet élément. Le monde entier, notamment les pays développés, les autres régions du monde, sont rentrés dans une phase de défiance de la coopération internationale. La coopération internationale n'est plus aujourd'hui un idéal universel. L'aide internationale n'existe plus et n'existera plus. Et le seul moyen pour nous, pour nos populations, de sortir de la pauvreté est que nous fassions les efforts qu'il faut sur nous-mêmes pour nous développer. Les États-Unis sont en train de nous donner une leçon incroyable. On observe le pays le plus puissant du monde, économiquement le plus puissant, qui est en train de défendre ses intérêts au centime près, au mépris de la coopération internationale. Cette déclaration, à la limite de guerre commerciale, que les États-Unis ont déclarée au monde entier, est une façon de nous réveiller. À la limite, nous devrions saluer le président Trump pour ce coup de fouet qu'il nous donne.
J'ai envoyé la semaine, il y a quelques jours, au ministre des Finances, porter un message au président Tinubu pour la préparation de ce sommet. Et j'ai prié donc le grand frère Tinubu d'accepter que le Bénin et le Nigeria soient les pionniers du passage à un nouveau palier en termes d'intégration. Nous sommes de la CEDEAO, nous avons des textes extraordinaires concernant l'économie, concernant l'intégration, mais on n'a pas beaucoup bougé. Donc j'ai demandé au président Tinubu que le Bénin était prêt pour être un pionnier avec le Nigeria, pour passer une étape réelle, concrète d'une intégration économique. Pour finir, je voudrais dire et vous prendre à témoin, prendre toute la salle à témoin, prendre les citoyens du Nigeria, du Bénin à témoin, que le président Tinubu et moi, nous sommes d'accord pour que le Bénin et le Nigeria intègrent leur économie de manière effective. Nous sommes d'accord. Nous avons donné les consignes qu'il faut à nos divers collaborateurs. Et maintenant, je veux interpeller mes ministres, y compris celui qui est en train de faire la traduction. Celle qui est assise, mon ministre du Commerce, ceux qui sont dans la salle. J'interpelle les ministres du président Tinubu qui sont derrière lui, la ministre du Commerce tout à l'heure qui est passée, pour que notre volonté, notre instruction d'aller plus loin dans notre intégration soit une réalité et c'est désormais de leur responsabilité. Président Tinubu, il faudrait que vous et moi, que le Bénin et le Nigeria, qui sont deux pays siamois, du sud au nord, nous sommes exactement les mêmes. À tout point de vue, je voudrais que nous soyons les pionniers de cette nouvelle dynamique. Dieu bénisse l'Afrique de l'Ouest. Merci. La ville de Cotonou a accueilli cette semaine la 6e mission économique de la francophonie, un rendez-vous de 3 jours pour transformer les idées en partenariat, les échanges en investissement afin de redessiner le futur économique du Bénin. Pour en savoir davantage sur l'intérêt de ce rendez-vous, je vous invite à suivre dans cet élément la représentante de l'Organisation internationale de la francophonie pour l'Afrique de l'Ouest, élément signé Bénin TV. Une centaine d'entreprises et d'acteurs économiques de toutes les régions francophones qui convergent vers le golfe de Guinée, portés par une même ambition, faire du lien linguistique une force économique concrète. Durant 3 jours, Cotonou sera l'épicentre du monde des affaires au travers de la 6e mission économique de la francophonie, une première en Afrique de l'Ouest, un gros coup pour le Bénin. Le dossier de candidature du Bénin est excellent. La qualité du dossier, l'engagement manifesté par les hommes d'affaires ici. Agro-industrie, industrie culturelle et créative, transformation numérique, ces 3 piliers identifiés comme catalyseurs de croissance seront au cœur des échanges. Un choix qui repose sur des fondations solides et une vision prospective. Les 3 secteurs-là offrent des opportunités de création d'emplois, de richesses. Mais au-delà des discours et intentions, l'enjeu est clair, faire germer des projets durables. La francophonie économique veut se traduire en alliance, en co-investissement et en suivi à long terme. Nous amenons ici les entreprises, centaines d'entreprises internationales de tout l'espace francophone, de l'Asie, de l'Amérique, de l'Europe, du Moyen-Orient, l'océan Indien, Caraïbes. Après ça, vraiment un accompagnement. Je dis un accompagnement par aspect et individuel pour les entreprises. À Cotonou, les acteurs de la francophonie économique ne vont pas simplement échanger des cartes de visite. La délégation va rencontrer plus de 200 entreprises béninoises en vue de concrétiser des investissements et des opportunités. Preuve que l'institution n'est pas seulement une communauté linguistique, elle est aussi un levier de développement économique. Restons toujours dans le climat des affaires. Au Bénin, le pays se bonifie selon les indicateurs qui en captent l'atmosphère. Une série de dispositifs incitatifs pour les investisseurs
comme les financeurs. Le fonds arabe ou les fonds arabes, j'allais dire, pourraient contribuer à l'embellissement économique. Assurance donnée par un acteur de l'écosystème financier, Zulkiful Salami, chargé de mission par ailleurs du chef de l'État. Bénin TV pour le reportage. Une destination privilégiée, un environnement propice aux affaires. C'est le nouveau Bénin. Depuis 2016, le gouvernement a mis en place un programme ambitieux pour attirer les investisseurs, notamment à travers des réformes. Elle vise à simplifier les procédures, à améliorer l'accès à l'électricité et au financement et à renforcer la sécurité juridique. Des facilités fiscales et exonérations douanières sont aussi prévues. Des initiatives qui portent déjà des fruits. C'est parce que l'environnement des affaires aujourd'hui est porteur qu'il est beaucoup plus attractif que par le passé que les investisseurs viennent, que l'investisseur étranger, l'investissement étranger vient au Bénin pour soutenir l'économie béninoise et faire du Bénin, bien sûr, un modèle. Donc je tiens à rendre hommage au chef de l'État Patrice Talon parce que ce qu'il fait, ça induit une croissance soutenue, la création d'emplois, la stabilité de l'économie, mais surtout de l'espoir pour la jeunesse. Le Bénin s'illustre et voit son climat des affaires en nette progression. Ce n'est pas le cas de tous les pays africains, notamment dans un contexte de raréfaction de la liquidité au niveau international. Il faut développer la réflexion stratégique, donc trouver des solutions alternatives pour faire face à la rareté de liquidité internationale qui affecte nos économies, qui affecte la croissance, la création d'emplois. Et à cet égard, il y a un environnement assez porteur qu'on n'a pas suffisamment exploré, nous en Afrique. Il s'agit tout simplement des fonds arabes. Les fonds arabes constituent aujourd'hui une niche extraordinaire que nous devons pouvoir explorer, exploiter pour obtenir les ressources nécessaires permettant de soutenir la gestion de l'économie, la croissance économique, une croissance durable, stable et la création d'emplois. Pour davantage soutenir la croissance économique en Afrique, ces dernières années, les fonds arabes ont investi dans plusieurs secteurs. Vous savez qu'il y a eu certaines réunions, en particulier le premier sommet entre l'Arabie saoudite et les pays africains, où le prince héritier a pris une position forte, très engagée vis-à-vis de l'Afrique, en mettant 50 milliards de dollars sur la table, beaucoup pour commencer, pour soutenir la croissance économique en Afrique. Mais ceci a été précédé également par des prises de position au cours de la COP 27 à Sharm el-Sheikh, la COP 29, par ce que nous appelons le Coordination Group, Arab Coordination Group, le groupe de coordination arabe, qui a fait une dizaine d'institutions financières arabes qui également sont dotées de ressources monumentales pour financer la croissance économique en Afrique. Des initiatives renforcées par le groupe de coordination arabe. À la COP16, un financement de plus de 10 milliards de dollars d'ici 2030 a été accordé aux pays africains pour lutter contre la désertification et la dégradation des terres. On poursuit cette édition. La journée du mardi 17 juin 2025 est consacrée à la lutte contre la désertification et la sécheresse. Adoptée le 17 juin 1992 par l'ONU, cette journée a pour but de nous rappeler les dangers de la désertification et de la sécheresse dans le monde. À cette occasion, le secrétaire général de l'ONG Les Béatitudes, Alfred Quenom, nous édifie sur les causes et conséquences de ce phénomène. Des propos recueillis par ESAE TV. On parle de désertification aujourd'hui parce que, dans un premier temps, l'action de l'homme sur l'environnement, sur la nature, amène à créer un certain nombre de phénomènes. Et ces phénomènes, c'est que l'on peut faire appel à certaines choses, à certaines calamités sur la terre, et ces choses se produisent. C'est-à-dire qu'il y a des forces qui sont invoquées dans le soleil, et ces forces doivent travailler. Et ces forces, en travaillant, peuvent créer la famine, peuvent créer la désertification, peuvent créer des calamités dans la nature. C'est aussi bien valable pour le soleil que pour la lune. Donc, on peut les utiliser, c'est comme pendant les moments de pluie, où les gens arrêtent la pluie. Ça, c'est une action de l'homme. Quand l'homme arrête la pluie, il crée une sécheresse.
qu'il y ait une sécheresse, humaine. De la même manière, tous ces contrôles-là peuvent être faits donc par les humains. L'homme est intégré à l'environnement. Et l'environnement et l'homme doivent vivre en harmonie. Il doit avoir, une fois que cette harmonie est brisée, cela se manifeste par des effets que l'on ne pourra réellement pas comprendre. Il y aura la famine, il y aura la sécheresse, il y aura beaucoup de choses, il y aura la stérilité, toutes sortes de choses vont se produire sur l'humain. Pourquoi? Parce que l'environnement dans lequel il est en train de vivre, il n'est pas arrivé à créer une certaine communion, une certaine symbiose dans cet environnement. Donc cela se manifeste donc par des effets qui sont nuisibles à l'homme, qu'on le veuille ou non. Le Bénin a célébré le lundi dernier la journée de l'enfant africain. Cette commémoration se veut une réflexion autour des progrès réalisés dans la planification et la budgétisation des politiques de défense des droits de l'enfant. Les travaux ont été officiellement lancés par le représentant du ministère de la Justice et de la Législation. Le compte-rendu de Canal 3 Bénin. Le gouvernement béninois procède à la planification et à la budgétisation en vue d'intégrer les besoins spécifiques des enfants dans les politiques publiques. Et pour la célébration de l'édition 2025 de la Journée de l'enfant africain, les communes de l'État saisissent l'occasion pour évaluer les progrès réalisés depuis 2010. L'objectif, c'est de garantir que les enfants aient un accès aux services essentiels et que vos droits fondamentaux soient respectés, tout en assurant que les ressources financières que nous allons allouer à ce type de projet, à ce type d'action, soient des ressources considérables, c'est-à-dire à la taille des ambitions que nous avons pour notre pays. Parler de la journée de l'enfant africain, c'est de pouvoir aller vers des modes de protection qui incluent des modes de protection inclusifs, qui incluent beaucoup plus les enfants, qui donnent la parole aux enfants, qui leur permet de s'exprimer et qui leur permet également de pouvoir contribuer efficacement à ce qui se fait en termes de réformes législatives, en termes de réformes structurelles pour leur bien-être et pour leur épanouissement. Les réflexions des acteurs visent à encourager les États membres de l'Union africaine à réformer leurs mécanismes de budgétisation pour adopter une approche fondée sur le droit des enfants. Le ministère de la Justice et de la Législation entend prendre sa part dans cette réflexion à laquelle est convié le Bénin. C'est ce qui justifie le fait que dans le cadre de cette célébration, il entend orienter les différents échanges autour de deux thématiques, à savoir d'abord le bilan des différentes actions nationales de planification et de budgétisation en faveur de l'enfance au Bénin. Ensuite, la mise en œuvre du droit à participation dans les réformes au Bénin. À la fin des travaux, les contributions des uns et des autres permettront de proposer comment allouer des ressources conséquentes dans les secteurs clés affectant les droits des enfants, comment assurer la transparence et la responsabilité dans les fonds publics dédiés aux enfants et associer les communautés dans la concrétisation du bien-être des enfants. Parlons toujours de la journée de l'enfant. À ce sujet, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a organisé les manifestations officielles sous le signe de la vulgarisation des progrès réalisés par le gouvernement béninois sur le chantier des droits des enfants. Reportage à Canal 3 Bénin. Les pépitards en démonstration de leur talent. Un symbole pour cette cérémonie consacrée à la célébration de la journée de l'enfant africain, édition 2025. Cette journée est pour nous une occasion de féliciter et de remercier davantage les nombreux efforts consentis pour la réalisation de nos droits. Nous la saisissons également pour lancer un cri d'appel à l'aide, afin que nos frères et sœurs qui sont dans les rues retrouvent la chaleur d'une famille. En effet, la condition de l'enfant béninois est une priorité au Bénin depuis plusieurs années. Et ce rendez-vous est pensé pour faire le point du chemin parcouru, ce qui justifie son thème « Planification et budgétisation des droits de l'enfant ». Progrès depuis 2010. Le thème retenu cette année est à la fois technique et fondamental. Il nous pousse à nous interroger. Nos engagements
pour les enfants se traduisent-ils concrètement dans les politiques publiques et dans les budgets? Et vous avez suivi avec nous la budgétisation qui a doublé de 2015 à 2025 dans l'éducation, dans la santé, dans la protection sociale. Les droits de l'enfant sont désormais intégrés dans la planification stratégique des politiques publiques. L'État béninois, avec l'appui de ses partenaires, a su concrétiser sa vision à travers des initiatives, des projets, des programmes. Dans ce filet de protection lancé en leur direction, figure la politique santé communautaire sur laquelle le ministre de la Santé a attiré l'attention des enfants. Chaque semaine, il y a un relais communautaire qui vient visiter vos parents pour vous voir si vous êtes en bonne santé, vérifier si vous êtes bien nourri en mesurant le périmètre de votre bras pour voir si vous êtes bien nourri, prendre votre température pour voir si vous n'avez pas chauffé, si vous n'avez pas le paludisme. Cette cérémonie a fait la part belle au projet pilote de prise en charge intégrée des enfants en situation de rue qui a permis en quelques mois notamment d'identifier 409 enfants, d'en placer 83 en centre de transit et de réintégrer 18 en milieu familial. Démarrée en février 2025 pour durer 14 mois, cette initiative du gouvernement vise à réduire de manière significative la présence des enfants dans les rues de Cotonou à travers une prise en charge holistique et durable. Et puis on parle éducation à présent. Le baccalauréat session de juin 2025 a été officiellement lancé ce lundi 16 juin sur toute l'étendue du territoire national. Au total, 79 588 candidats, dont 35 667 filles réparties dans 140 centres de composition, ont pris d'assaut les différentes épreuves écrites. Au collège d'enseignement général, le Nokwe, la directrice départementale des enseignements secondaires, accompagnée des autorités locales, a procédé au lancement des épreuves. Le reportage de EZAE TV. Il est 8 heures. Les épreuves écrites de l'examen du baccalauréat session de juin 2025 viennent d'être lancées sur toute l'étendue du territoire national. Ici, au collège d'enseignement général Le Nokwe, la directrice départementale du littoral, accompagnée des autorités locales, a donné le ton. Nous avons au total 10 831 candidats dans le département, qui composent dans le département du littoral. Et il y a 5 187 filles et 5 683 garçons. Je crois que les chiffres sont sensiblement égaux. Et au niveau de ce centre, nous avons 600 candidats, dont 314 filles et 286 garçons. Les filles dépassent légèrement les garçons. Et au niveau départemental, on a 16 centres de composition. Ces candidats-là sont répartis dans les 16 centres, dans 14 séries. Pour les séries générales, nous avons 5 et les séries techniques, on en a 9. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo, et le préfet du littoral, Alain Orunla, après avoir livré des conseils aux candidats, louent le sens de l'organisation. Dans les 2 salles que nous avons visitées, il n'y a pas eu d'absent. Nous constatons aussi que la politique gouvernementale, toutes les filles à l'école portent ses fruits. Parce que sur 600 candidats, il y a 314 filles, donc plus de filles que d'hommes. Et c'est à saluer. Vous voyez, les petits plans ont été mis dans les grands. Et je voudrais reconnaître à tout le corps enseignant le sens d'organisation, au gouvernement, son sens d'anticipation. Je voudrais aussi saluer les parents d'élèves qui, pendant plusieurs mois, sont restés aux côtés de ces candidats et leur souhaiter simplement bonne chance. Ça montre très bien qu'il y a eu très bons résultats et que le département du littoral, sinon Cotonou, la ville département aura les meilleurs candidats, c'est notre souhait. Je voudrais d'ardent m'associer aux propos tenus par M. le maire
qui reconnaît l'efficacité de la politique mise en place par le gouvernement pour pacifier les années, permettre aux apprenants d'aller jusqu'au bout de leur cursus et de leur apprentissage. Féliciter les enseignants, les encadreurs, les organisateurs pour le travail impeccable qui est fait et qui commence à rentrer dans les habitudes. Au total, 79 588 candidats composent à ce jour les épreuves écrites du baccalauréat, session de juin 2025. De 16 au 19 juin 2025, les candidats vont tenter d'arracher le premier diplôme universitaire. Parlons toujours des examens du baccalauréat. Les autorités ont marqué leur présence pour assurer le bon déroulement de l'examen. Entre stress et détermination, les candidats ont maintenu le cap pour le reste des épreuves à affronter. Au terme de 3 jours de composition, quelques candidats et candidates se sont confiés sur le déroulement de l'examen. Des propos recueillis par la rédaction de Bénin TV. Le bac là, c'est assuré avec mention. À Cotonou, précisément au Collège d'enseignement général de Bégamé, l'examen du baccalauréat session de juin 2025 a refermé ses portes ce mercredi dans une atmosphère de joie. Les candidats et leurs parents dressent un bilan plutôt satisfaisant malgré quelques défis rencontrés par certains en début de semaine. Le matin, moi je ne m'attendais pas à ça. C'était très bien. J'ai apprécié toutes les épreuves d'ailleurs. Du début jusqu'à la fin? Ouais, du début jusqu'à la fin. Je rends grâce à Dieu parce que pour moi, ça s'est vraiment bien passé. C'était vraiment bien. Les épreuves étaient abordables. Pendant les 3 jours, selon ce que ma fille me dit depuis là, elle me rassure. Et moi-même, je crois que bon, et quand les résultats vont sortir, bon, j'aurai le sourire aux lèvres. Les candidats se disent confiants, tout en sachant que l'attente des résultats ne sera pas de tout repos. Après l'examen maintenant, moi, je vais continuer la prière. Surtout, je mets mes copies dans la main de Dieu pour que, après, ça serait la joie et la joie de ma famille également. On va prier pour les candidats, pour que la correction soit facile au correcteur. Le baccalauréat 2025 aura mobilisé 79 588 candidats, dont 35 667 filles et 43 921 garçons à l'échelle nationale, répartis dans 140 centres. La fin de l'examen marque pour les candidats une étape cruciale de leur parcours. Je pense devenir journaliste comme vous. Le rendez-vous est désormais pris pour les résultats attendus dans les prochains jours. Restons toujours dans le domaine de l'éducation. Le Bénin se dote désormais d'un centre de correction automatisé des copies d'examen par lecture optique. Le joyau a été inauguré mercredi 18 juin dernier par plusieurs membres du gouvernement à la Faculté des sciences de la santé FSS de Cotonou. Doté d'un lecteur optique de haute précision, le centre inauguré est capable de corriger jusqu'à 7500 copies par heure. Une première pour le Bénin, saluée par le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, comme un tournant vers une évaluation académique plus juste et technologique. Retour sur la cérémonie d'inauguration avec Bénin TV. J'ai 7500 copies en 1 heure. Une révolution technologique, une première au Bénin. Un Bénin, 3e pour ce système dans l'actuelle AOF, Afrique occidentale française. Après Abidjan et Dakar, le Bénin devient fièrement le 3e pays francophone d'Afrique de l'Ouest à se doter de cette technologie de pointe. Un système de correction automatisé de copies d'examen par lecteur optique. La chose similaire dans ces 3 pays, c'est que cette initiative a toujours commencé dans les facultés des sciences de la santé avant de s'étendre à d'autres facultés. La FSS, Faculté des sciences de la santé, se sent ainsi honorée par l'OMS, Organisation mondiale de la santé. C'est une fierté pour le ministre de la Santé, mais avant tout une fierté pour l'enseignant de cette faculté que je suis. Ce correcteur optique d'une grande capacité de traitement de copies marque une avancée décisive dans la digitalisation de notre système universitaire pour une plus grande efficacité. Alors, solennellement, on dévoile l'épigraphe de ce lieu où le savoir sera évalué.
le centre de correction par lecture optique, CECLO. Et le slogan vient clore le débat sur l'utilité du CECLO. CECLO, les délais interminables. CECLO, les réclamations sans fondement. Avec l'OMS Bénin, le Bénin a eu droit aussi à d'autres offres de matériel médicaux, avec quelques promesses en surplus. Mais surtout, avec le CECLO, le portail de la mauvaise santé des notes au Bénin, c'est fermé, c'est clos. Dans un autre registre, le médiateur de la République du Bénin, Pascal Essou, a reçu lundi 16 juin dernier une délégation clé du Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité. Au cœur des échanges, les défis sécuritaires majeurs qui pèsent sur tout le continent. Au terme justement de cette audience, Jolie Ruth Moran, coordonnatrice des programmes du centre, se confie au micro de Bénin TV. Nous avons discuté de l'extrémisme violent, de la cohésion sociale. Quel est son rôle là-dessus? Comment est-ce qu'on peut l'accompagner pour que chacun puisse jouer ce rôle? On a vu que le tout militaire ne résout pas le problème. Comment faire en sorte qu'une institution aussi importante puisse pacifier, faire cette médiation qui est importante? Aujourd'hui, les problèmes liés à l'extrémisme violent, le terrorisme, ne peuvent pas se résoudre sans une approche intégrée, mais une approche également régionale. Mais en tant que médiateur, président des médiateurs de l'UMOA, qu'est-ce qu'il peut faire pour faciliter ce dialogue entre les pays frères de la sous-région? Les pays de la sous-région isolés, chacun dans son coin, ça va être très difficile pour s'attaquer à ces problématiques sécuritaires que la région connaît. En Côte d'Ivoire, à 5 mois de l'élection présidentielle prévue pour octobre 2025, le climat politique reste tendu. La commission électorale indépendante CEI a publié il y a quelques semaines la liste électorale définitive. Une situation qui suscite diverses réactions et commentaires au sein de l'opinion publique et internationale. Au micro de ESAE Télévision, Agapite Napoléon Maforican analyse cette radiation. On regarde. Lorsqu'on n'est pas en Côte d'Ivoire, on peut être amené à donner n'importe quel avis. On peut soupçonner des manœuvres pour écarter des candidats ou des adversaires gênants, des adversaires qui peuvent constituer des goulots sur le chemin de celui qui détient le pouvoir et qui voudrait se maintenir. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire. Mais il faut, lorsqu'on est en Côte d'Ivoire, lorsqu'on est sur place, on peut l'analyser comme un élément, disons, résultant du code électoral et donc du droit positif ivoirien. Donc, si on a des positions à prendre, c'est à deux niveaux. Du point de vue du droit purement, du droit des élections, du droit public, ça veut dire simplement qu'ils n'ont pas rempli les qualités pour être sur la liste électorale, chacun ayant des raisons, enfin, que la loi juge est nécessaire pour ne pas pouvoir les faire inscrire sur la liste. Donc ça, c'est le premier. J'ai suivi un peu les vicissitudes de M. Thiam par rapport à la double nationalité. Il s'est défait d'une nationalité. Il a pris la présidence du PDC. Enfin, au moment où la nationalité, il avait encore la double nationalité. Enfin, il y avait un problème de temps, de période. Donc après, donc il a démissionné de la présidence donc, du PDCI. Il est revenu, il a été nommé à nouveau, élu à nouveau. Donc, vous voyez que ça fait des assez de manœuvres. Du côté de Gbagbo aussi, c'est du yo-yo. Guillaume Soro connaît plus cette situation vis-à-vis du pouvoir à l'interne. Est-ce qu'il réside même sur le territoire national? Et donc, du coup, il y a un certain nombre de situations qui ne sont pas suffisamment claires pour que l'on puisse, de droit, émettre une position tranchée. Donc, sur le plan du droit, il n'y a pas de satisfaire aux conditions pour y aller et pour être sur la liste électorale. Sur le plan politique, maintenant, on peut se laisser aller à toutes sortes de lucubrations, de conjectures, de spéculations. Et ça, c'est du domaine de la politique. Et là, on peut ne pas se priver de dire que le président Ouattara a trouvé des occasions, quand même, et les siens ont trouvé les moyens de se défaire peut-être d'adversaires gênants. Mais là, c'est de la politique. Et puis bon, voilà, donc on ne se fait pas de cadeaux.
Dans le reste de l'actualité, l'Agence des systèmes d'information et du numérique, en abrégé ASIN, poursuit sa formation de 100 jeunes filles à la cybersécurité. Il s'agit d'une campagne nationale qui a pour cible les jeunes filles dont l'âge est compris entre 18 et 25 ans dans les départements de l'Atlantique, du littoral, de l'Atacora, des collines et bien sûr du plateau. L'étape de l'Atlantique et du littoral s'est tenue cette semaine à l'université d'Abomey-Calavi. Reportage à signé Canal 3 Bénin. Ces jeunes filles des départements de l'Atlantique et du littoral en savent désormais un peu plus sur la cybersécurité. 3 jours durant, elles ont été outillées par des experts de l'Agence des systèmes d'information et du numérique sur les mesures et pratiques visant à protéger les systèmes informatiques, les réseaux, les données. Les programmes contre les accès non autorisés et les menaces numériques étaient aussi dans le panier de formation. Des connaissances qui leur permettront désormais de contrer les cyberattaques et les accès non autorisés. Nous avons eu à aborder plusieurs aspects de la cybersécurité, les cyberattaques, les méthodes préventives. Lors de cette formation, j'ai appris en tant que développeur les vulnérabilités auxquelles les applications ou les sites que je mettrai en ligne pourront avoir. Grâce à cette formation, aujourd'hui, je sais que je dois avoir une bonne hygiène numérique. Je sais ce que c'est que mon identité numérique et ce que je dois faire pour sécuriser mon identité numérique. En finissant cette formation aujourd'hui, je suis capable de détecter facilement les tentatives d'atteinte à la sécurité de mes informations. Ce projet de formation de 100 jeunes filles sélectionnées à travers le pays s'inscrit dans la directive de la stratégie nationale de sécurité numérique au Bénin de l'ASIN. Il vise à accroître le nombre de femmes dans le domaine de la cybersécurité au Bénin. C'est de montrer en réalité que vous, les jeunes filles également, vous avez la compétence, vous avez la capacité d'exercer ce métier qui semble être un métier uniquement d'hommes. On est en train de mettre en œuvre une équipe de surveillance au niveau du secteur financier, au niveau du secteur universitaire. On a parlé avec la défense et on va avoir aussi la même chose au niveau de la défense. On est en train d'avoir plusieurs entités comme ça qui vont naître, que nous allons alimenter en information et en points de contact. Il faut bien entendu que des personnes puissent être dans ces équipes-là. Vous serez peut-être bientôt les membres de notre cyberarmée. Bon, le terme c'est un peu catchy. Après Abomey-Calavi, cap sera mis sur le département de l'Atacora dans les tout prochains jours pour la dernière étape de cette formation. Au thème, 40 bourses de formation en cybersécurité à l'école des métiers du numérique seront offertes aux participantes qui se seront les mieux illustrées dans les 5 départements. Les producteurs de Dewa, un village du 1er arrondissement de Djougou, ont assisté à la destruction de leur culture vivrière. Depuis 2 semaines déjà, 3 éléphants ont envahi les différents champs et ont ravagé tout sur leur passage. Les démarches menées par ces cultivateurs à l'endroit des autorités compétentes n'ont pour l'instant pas encore abouti. Fatigués de voir leurs plantations dévastées, ils se tournent vers l'État central. Une équipe de la rédaction de Canal 3 Bénin est allée faire le constat. Voici leur récit. C'est un constat saisissant et alarmant suite au passage de 3 pachydermes dans cette ferme à Dewa, dans la commune de Djougou. Des plantations de cocotiers sélectionnées gisant au sol, témoignant ainsi de l'ampleur des dégâts. Affligé, yeux hagards et perdu, le propriétaire de ces plantations est sans mots. C'est Maouchan, les éléphants venus détruire ici quoi. Nous on a mené les cocotiers, ce qui casse bois, l'eau. C'est ça, nous on a planté ici. Les éléphants, 3 venus ici, radier, raser au champ là. Alors, où peut-on repérer ces animaux sauvages en divagation? Après négociation, les agriculteurs ont accepté de nous accompagner. Nous quittons ce sentier tortueux et détourné pour poursuivre le trajet à pied. Il faut être prudent dans cette zone boisée et arbustive.
La recherche vient ainsi d'être lancée après de longues recherches harassantes. Nous les apercevons imperturbables dans leur nouveau milieu de vie. C'est d'ici qu'ils sortent pour s'attaquer aux différentes productions. Riz, maïs, piment, igname, parka karité et anacardier. Rien ne résiste à leur passage. C'est mon champ ici. Maintenant les éléphants là, ils ont fini de manger mon champ, igname, tout. Vous voyez mes champs d'igname, les éléphants en train de nous détruire. Dès l'apparition de ces éléphants, plusieurs démarches ont été menées par ces producteurs. Quand on a vu ces bêtes-là dans notre zone, la première autorité, c'est le CA. On a vu le CA. Et le CA a vu le maire, mais jusqu'à présent, et les forestiers même sont venus faire le constat. Mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Face à cette situation, agriculteurs et faiseurs d'opinion tirent la sonnette d'alarme. Donc vraiment, j'invite le gouvernement non seulement à trouver une solution à ces bêtes, mais que le gouvernement trouve aussi une alternative pour recenser au moins les paysans qui ont perdu leur production à cause de la présence de ces bêtes. La peur et la hantise dominent ces producteurs qui craignent que ces animaux ne s'en prennent à leur habitat dès qu'ils se sentent menacés. Le projet de formation des femmes vulnérables aux fins de leur autonomisation à travers une ferme sociale avicole à l'aide des mamans a connu son épilogue le samedi dernier à Aguagon. À travers une cérémonie, l'association Il Sorriso di Moc Italia a remis les attestations aux bénéficiaires. Revivez dans cet élément l'ambiance qui a régné à la clôture de cette première cohorte. Reportage de EZAE TV. Enthousiasme des bénéficiaires de la ferme sociale avicole Maman Vie à Aguagon. C'est la fin du premier cycle de ce projet de formation et d'initiation des femmes de ce village de la commune de Glazoué en l'élevage de poules pontes. Elles font une procession pour exprimer reconnaissance et gratitude à l'association Il Sorriso di Moc Italia et à ses partenaires. Même Dame Nature n'a pas émoussé leur ardeur. Pendant plusieurs mois, l'association Il Sorriso di Moc Italia, avec l'appui de ses partenaires, a œuvré à l'autonomisation de ces femmes issues des milieux défavorisés. C'est avec un cœur rempli de joie que je prends la parole au nom des femmes bénéficiaires de la ferme sociale avicole à l'aide des mamans d'Aguagon pour exprimer nos ressentiments les plus sincères envers Il Sorriso di Moc Italia APS, Cesa Valdez et toute la coopérative italienne, qui, par leur action et générosité, ont changé des vies parmi nous. Ce jour n'est pas seulement un jour de délivrance, d'attestation, mais aussi une journée d'histoire écrite à l'encre diamantée sur un plateau d'or par Il Sorriso di Moc. La date du samedi 14 juin 2025 va rester mémorable dans la vie de la première cohorte de 100 femmes bénéficiaires. Elles reçoivent des attestations de fin de formation. La sélection était très difficile parce qu'il y avait des mères qui avaient un seul enfant, d'autres qui en avaient 2, d'autres qui en avaient 3 et d'autres qui en avaient 4, 5. Nous avons choisi ceux qui étaient plus en difficulté et elles sont aujourd'hui toutes là, joyeuses, contentes parce qu'elles ont reçu leur attestation de fin de formation. En plus de cela, d'un bon d'achat de poussins qu'elles utiliseront, qu'elles mettront en valeur en son temps donné pour aller mener un petit cheptel chez eux, en plus des bénéfices qui seront issus du projet. Vous avez présenté un beau projet, comme un projet merveilleux. Vous l'avez transformé, couronné, non seulement par votre engagement, par votre participation constante, votre désir d'apprendre et de construire votre avenir et celui de vos enfants, mais aussi par la solidarité
le respect, la joie, le partage. Vous êtes des femmes et des mères extraordinaires. La présidente Mazia Danella et son équipe vont pérenniser leur action pour le bien-être de la communauté d'Agouagan. Nous allons recruter encore, nous allons sélectionner plutôt encore 100 autres femmes en difficulté qui seront aussi bénéficiaires d'une nouvelle vague de 1000 autres pondeuses et qui vont aussi bénéficier de ce même programme qui vise en réalité à rendre autonomes des mères qui sont en situation de difficulté. En plus de cela, toujours dans ce même espace, nous allons réaliser une salle didactique qui permettra de faire non seulement des formations aux jeunes, aux femmes, aux jeunes hommes, à toutes les personnes. En tout cas, il y aura des formations qui seront réalisées pour intéresser des gens de Agouagan et de Glazoué en général. Nous allons aussi organiser des séances de distraction, toujours pour la jeunesse d'Agouagan et de Glazoué. Hormis la formation des bénéficiaires, il Soriso Dimok Italia a porté assistance à plusieurs femmes dans le cadre de divers événements. La ferme sociale avicole à l'aide des mamans se veut un incubateur au service de la promotion des femmes et des jeunes d'Agouagan. Parlons sécurité routière à présent. Un dos d'âne est un aménagement de la chaussée, une bosse ou une surévaluation qui sert à faire ralentir les véhicules. Il est généralement situé en agglomération sur des routes limitées à 30 km/h ou encore dans des zones spécifiques comme les aires de repos ou les chemins forestiers. Quelle est l'utilité de ces ouvrages dans la sécurité routière? Élément de réponse avec Lionel Tchakbe, technicien supérieur en travaux publics. Il s'exprime au micro de EZAE TV. Les ralentisseurs, les dos d'âne viennent juste pour rendre l'effet sécurité de la vie des citoyens. Je prends le cas où tu prends une route qui n'a pas de dos d'âne. Tu te mets à fond sur les gaz. Oui, obligé. Mais quand tu prends une route qui a les dos d'âne, tu ralentis parce que tu sais qu'il y a une dos d'âne. Parce que ça met d'abord en état et pas en état. À l'épreuve, votre engin. Votre engin ou votre véhicule. Et toi-même, tu te sens mal à l'aise. Tu ressens un choc. Là, ça te met en danger. Mais c'est parce que ici au Bénin, nous n'avons pas l'attention des citoyens élevée. C'est-à-dire quoi? Pour les gestes barrières, les gestes de signalisation. Parce que quand tu es sur une route, il y a beaucoup de choses. Tu vois, des fois, on fait des chiffres de 30, on en sait. C'est-à-dire que si cette route, tu peux aller jusqu'à 30, plus que 30. 30 km/h. 30 km/h. Mais sur des routes, tu vas voir que les 30 sont encadrés par des carrés ou bien des cercles. C'est-à-dire que tu ne dois pas dépasser cette distance-là. Donc, si la population n'est pas encore en mesure, n'est pas encore adaptée à cette réalité, il faut trouver autre moyen pour pouvoir nuire à des cas d'accident, des cas d'insécurité dans la vie. C'est pourquoi la présence des dos d'âne. Et puis on parle sport à présent. Retour sur la Ligue professionnelle de football, saison 2024-2025. Soneb Dadje Football Club s'est offert le Graal de la Ligue Pro au terme de la finale qu'il a opposée à Coton Football Club le mercredi 18 juin dernier. Le club d'Aplaroué s'est imposé au tir au but 5-3 après un match nul dans le temps réglementaire d'un but partout. Au terme de la partie, Yaya Kone, entraîneur du nouveau club champion du Bénin, a livré ses impressions. Suivons-le. Coton, ce n'est pas une petite équipe. Coton, c'est une équipe d'expérience. Donc, notre plan de jeu était clair. Il fallait, dans la première mi-temps, il fallait faire la différence. Et vous avez vu, on pouvait mener 2-0, 3-0 à la première mi-temps. Voilà, si les garçons avaient été plus réalistes. Donc, c'était le plan de jeu. Il fallait faire le match en première mi-temps. Et en seconde mi-temps, il fallait revenir dans un bloc médian, essayer de placer des contres, essayer de placer des attaques sporadiques. C'est ce que nous avons réussi à faire. Nous avons réussi à contenir l'adversaire. Malheureusement, le pénalty qui est arrivé vers la fin a tout remis en cause. Mais nous sommes restés solides, mentalement solides. Et au finish, nous remportons cette finale. C'est le travail. C'est le travail, c'est la rigueur, c'est le sérieux. Et on s'est privé de tout. On a fait des sacrifices. On a tout laissé pour cet objectif. On y croyait. On y croyait. On savait que pour pouvoir détrôner Coton, il fallait qu'on travaille.
Il fallait qu'on travaille chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Il n'y avait pas de repos. Nous n'avons pas eu de congé. Nous avons travaillé pendant le congé. Et les jeunes gens ont accepté. Ils ont accepté de faire ces sacrifices. Ils ont accepté de travailler. On finit premier de notre poule. Et aujourd'hui, on est sacré champion du Bénin. On rend gloire à Dieu. On rend gloire à Dieu parce que ça n'a pas été facile. Je suis heureux. Je suis fier de mes garçons. Je suis fier. Ils ont été courageux. Ils ont été héroïques. Ils ont été présents quand il le fallait. On a su par moments faire le dos rond, essayer d'ajuster l'adversaire. Je ne peux que dire bravo. Bravo. Je ne peux pas oublier ici la SONAB et le PCA et son conseil d'administration. Aussi, leur remercier pour leur soutien. Remercier également la DGS et Dieu aussi Kouché Oueda qui a tout fait, qui s'est battu pour qu'aujourd'hui Sonep Dadje soit champion du Bénin. Bravo, bravo, rien que bravo. Dans le même registre, à présent, je vous invite à suivre dans cet élément le parcours des deux équipes en lice pour cette finale, une réalisation de EZAE TV. Après 34 journées disputées le long de la saison 2024-2025 de la Ligue professionnelle de football du Bénin, retour sur le parcours de Dadje et de Coton Football Club. Dadje Football Club, une équipe qui a su faire vibrer les terrains de la zone A, match après match. Dadje Football Club, c'est d'abord une série incroyable de 8 matchs, sans la moindre défaite en cette fin de saison. 3 victoires et 5 nuls, pour ne parler que de cela. Une régularité qui en dit long sur la solidité de ce collectif. Mais ce qui frappe encore, c'est leur efficacité offensive. 44 buts inscrits avant cette finale. Un résultat qui fait de l'équipe la meilleure attaque de la zone A. Un chiffre qui reflète également non seulement leur puissance devant les cages, mais aussi leur capacité à produire du jeu, à aller chercher les filets dans toutes les configurations. Leur parcours a été marqué par de vrais moments de bravoure, des retournements spectaculaires et une force mentale remarquable, notamment lors des rencontres clés face aux concurrents directs. Après ce choc face à Coton, Dadje Football Club, peut-on dire, est d'un dynamisme exceptionnel. Une chose est sûre, ils n'ont pas volé leur place en finale, encore moins leur victoire. Félicitations à l'équipe de Dadje et à tout son staff. Et maintenant, penchons-nous sur l'autre géant de cette finale. Coton Football Club, triple champion de la Ligue Pro. Le club est arrivé encore une fois en patron avec son palmarès déjà impressionnant. Cette saison, Coton Football Club a tout simplement été inarrêtable. Aucune défaite en 24 matchs avec 11 victoires, 13 matchs nuls et une solidité à toute épreuve. Cette série exceptionnelle reflète une maîtrise tactique et mentale digne des plus grandes équipes du championnat. Mais ce qui fait la véritable force des poulains de Victor Zunka, c'est leur mur défensif. Avec seulement 16 buts encaissés, ils possèdent la meilleure défense de la zone B et la deuxième meilleure défense, toutes zones confondues, juste derrière les Buffles du Borgou. Une performance défensive qui témoigne d'une rigueur implacable et d'un collectif parfaitement huilé. Déjà couronné à 3 reprises, Coton FC connaissait les exigences et l'expérience était de leur côté, la pression aussi. Mais une chose est sûre, ce groupe a l'ADN des grandes finales. Coton était venu pour gagner, mais Dadje aussi. En 7e minute de jeu, Dadje trouve le champ des filets avec un public totalement enchanté. Mais alors que Dadje pensait avoir gagné la rencontre, à la 87e minute de jeu, Coton Football Club, avec un penalty, revient au score. Un but partout. Il a fallu attendre les étapes de tir au but pour que Dadje soit couronné champion au titre de la saison 2024-2025 de la Ligue Pro du Bénin. Félicitations à toutes les équipes. Le rendez-vous est pris pour les prochaines éditions.
Parlons toujours de la finale de la Ligue professionnelle de football. Au terme de ce grand rendez-vous béninois, Soneb Dadje Football Club d'Aplaroué a été couronné champion au titre de la saison 2024-2025. Face au triple champion Coton Football Club, le club s'est montré très productif. Dadje FC champion du Bénin, Coton FC détrôné, quelques journalistes sportifs ont livré leurs impressions, des propos recueillis par EZAE TV. Je trouve que c'est une belle consécration pour cette belle équipe de Dadje qui, tout au long de cette saison, a mis les bouchées doubles pour terminer champion du Bénin. Déjà la saison dernière, ils avaient joué jusqu'au terme. Enfin, la dernière journée, ils étaient face à Coton. Et là, ils se sont inclinés. Ils ont même disputé les préliminaires de la Coupe de la Confédération CAF. Ils se sont hissés au deuxième tour en éliminant l'équipe ghanéenne Dreams FC. Donc je pense que c'est un titre amplement mérité pour Dadje cette saison. C'est une équipe qui est restée constante, qui, malgré les difficultés, n'a pas lâché. Il faut déjà commencer par féliciter l'équipe de Dadje qui a quand même pu renverser Coton, qui était indétrônable depuis 3 saisons. Si Dadje n'avait pas été tenace, Coton serait encore champion pour la 4e fois d'affilée. Je pense que Dadje a montré le chemin aux autres clubs du championnat que c'est possible de renverser le tenant en titre, c'est possible d'arriver à quand même engranger des points, c'est possible d'aller titiller le meilleur au plafond et de prendre sa place. Et je pense que c'est ce que nous avons vu hier sur le stade de Grand Popo. Cette finale a été, je dirais, âprement disputée. Et c'est vrai qu'en première partie, on a vu une équipe de Dadje beaucoup plus, je dirais, laborieuse, beaucoup plus ambitieuse. Et cette domination a été concrétisée justement par l'attaquant Salif Bakaté, bien sûr, qui a marqué ce joli coup franc. Ce coup franc magistralement tiré, et donc qui a permis à Dadje d'ouvrir le score et de mettre, je dirais quoi, la pression sur Coton FC et de mettre en doute, et bien sûr, cette équipe de Coton FC durant ce match. Et lors de la deuxième partie, eh bien, on a vu une équipe de Coton FC, je dirais, plus bonne que la première, plus tranchante que la première, et plus aussi, je dirais, plus offensive même que la première. Donc, et pratiquement vers la fin du match, ils ont pu quand même obtenir un penalty qui donc leur a permis de parvenir à l'égalisation, d'égaliser ce but-là. Donc, ça a été une finale où je dirais toutes les deux équipes, chacune ont eu le mi-temps et l'ont concrétisé. La première par Dadje via un coup franc de Salih Bagaté et celui de Coton FC qui a obtenu un penalty pratiquement en fin de match. En face, vous avez Coton, triple champion du Bénin, qui voulait aussi ajouter un 4e titre à son palmarès, mais Dadje, ils ont su voilà, se mettre ensemble, ils ont su tout faire pour remporter ce premier titre historique pour le club de Aplaroué. Dans ce match d'hier, on a vu une belle équipe de Dadje qui aurait pu même gagner la première période 2-0, 3-0. Ils ont eu quelques occasions qui n'ont pas su concrétiser. Et quel merveille, quel coup franc de Salif Bagaté qui a ouvert le score pour Dadje hier sur un coup franc majestueusement appliqué, concrétisé. Après cela, il y a eu quelques occasions pour Coton, mais ils n'ont pas su concrétiser ces occasions. On a vu le coach de Coton, Victor Zonka, faire entrer voilà, des joueurs vifs pour dynamiser le côté. Mais ils n'ont pas pu parce qu'il y avait une belle défense de Dadje. Globalement, par rapport à cette rencontre, c'est vrai, on a vu de beaux jeux, de beaux spectacles, mais il faut quand même retenir que quand on prend
la statistique des joueurs ou du moins l'ensemble de la rencontre. Ce n'est pas encore ça en réalité quand on suit les championnats au plus haut niveau, parce qu'il y a quand même beaucoup de déchets au niveau des attaques. Je veux parler de la finition, que ce soit du côté de Dadje ou que ce soit du côté de Coton. Et il n'y a pas eu beaucoup de finition hier, sinon on pouvait avoir plus de buts dans cette rencontre. Parlons toujours sport, cette fois-ci une autre discipline. En prélude à la 4e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de mini-football qui se jouera pour la première fois avec la participation du Bénin, la Fédération béninoise de mini-football a réuni les journalistes sportifs pour une formation spéciale. La dite formation s'est déroulée ce vendredi 20 juin au siège de la Fédération à Cotonou. L'objectif est d'outiller pour une couverture médiatique professionnelle et adaptée à cette discipline. Une équipe de la rédaction de EZAE TV était de la partie. Voici son compte rendu. C'est avec une grande joie que je vous souhaite la bienvenue à cette session de formation organisée par la Fédération béninoise de mini-football. À votre intention, vous, professionnels des médias. En route pour la CAN 2025 de mini-football. Au siège de la Fédération béninoise du mini-football, plus d'une vingtaine de journalistes ont répondu présents à l'invitation de la Fédération pour une formation inédite. La loi dit, si une équipe est réduite à moins de 4, le match est arrêté. Cette session de renforcement de capacité, tenue en partie en visioconférence depuis la Tunisie, vise à mieux outiller les hommes et femmes des médias pour une couverture professionnelle de cette discipline encore méconnue du grand public. Le Bénin rejoint la famille africaine et internationale de mini-football. Organisée sous l'impulsion du président de la Fédération béninoise de mini-football, Germain Sourou-Renvouegbe, cette formation marque une volonté claire. Nous sommes dans une logique de la vulgarisation de mini-football et c'est dans cette optique que nous avons organisé cette formation à l'endroit des hommes des médias que vous êtes. Et nous tenons sincèrement à vous dire que nous avons atteint notre objectif parce qu'avec l'expert que vous a tenu tout à l'heure en formation, vous avez reçu ce qu'il faut. Et après elle, vous avez reçu encore beaucoup de notions, beaucoup d'explications par rapport aux lois, par rapport aux principes que le mini-football au plan continental, au plan international, à travers les éminents sportifs, les éminents encadreurs de cette loi-là. Nous avons atteint notre objectif. Je pense que c'est un défi que nous avons à relever tous ensemble. Félicitations pour votre participation à la formation des amis journalistes sportifs. À l'issue de cette session, chaque participant est reparti avec un parchemin de reconnaissance et aux participants de saluer l'initiative. Grâce à cette formation, on connaît déjà ce qui s'est passé depuis la création de la World Mini Football Federation, passant par la Fédération africaine de mini football ainsi que tout ce qu'il y a eu autour de la discipline. Aujourd'hui, nous sommes en mesure quand même de parler de cette discipline, de pouvoir dire ce qu'il y a autour de ça de façon technique. Je pense que en tant que journaliste sportif, je suis très heureux parce qu'aujourd'hui, je suis bien outillé. La Fédération béninoise de mini-football est une fédération naissante. Je crois qu'il est quand même de bon temps qu'on cherche à comprendre réellement les règles, les lois qui régissent cette discipline sportive naissante dans notre pays, le Bénin. Le Bénin, dans son histoire, participera pour sa toute première fois à ce grand rendez-vous. Les regards seront tournés vers la Libye du 14 au 25 juillet 2025. Le Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou a vibré le samedi 21 juin dernier au rythme du premier tournoi scolaire de taekwondo au Bénin. Organisé par Minakon Martial Arts et Sports, la compétition se veut un tremplin pour l'expression des jeunes taekwondoïnes. Maître Eric Tossou, promoteur du tournoi, dévoile l'objectif et le contenu de cette première édition.
La classe sportive aujourd'hui scolaire n'est pas souvent intégrée dans nos championnats nationaux, alors que nous avons plusieurs écoles qui sont en collaboration avec nos associations et nous avons pour cette première fois introduit un projet d'organisation du tournoi scolaire pour permettre aux élèves qui n'ont pas aussi un grand niveau pour venir au championnat national de se mettre aussi au pas afin d'intégrer les associations. Donc le 21 prochain, on a le tournoi scolaire qui réunit une dizaine d'écoles du plan national pour se challenger afin avant de tirer la meilleure école pratiquant du taekwondo au Bénin et donner encore un nouveau challenge déjà au niveau des écoles que chaque année il y a le tournoi scolaire, ce qui va en fait élever le taux de pratique et aussi le taux de travail pour mieux avoir des talents au sein de nos associations et pourquoi pas en équipe nationale. Nous avons plusieurs catégories puisque c'est les élèves, nous avons des enfants, nous avons prévu faire le combat et tous ne sont pas habilités à faire le combat aujourd'hui. Donc nous avons des épreuves qui sont des épreuves qui amènent toujours au combat. Il s'agit des épreuves de course pour travailler la vitesse des enfants, il s'agit des épreuves de corde à sauter aussi pour travailler la coordination et les épreuves de souplesse et poumsé. Donc nous avons au total 5 épreuves où chaque enfant, quel que soit son grade, a une épreuve dans laquelle il pourra travailler. Donc là, le samedi prochain, nous aurons ces différentes écoles qui se sont inscrites aussi massivement afin de faire de ce tournoi un tournoi réussi. Et voilà, chers internautes, qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur EZAE TV.